voudrais d'abord solliciter votre indulgence. C'est vrai qu'au bout de mon discours, il y a des petites introductions de la voix pour les raisons que vous savez. Et je compte sur votre compréhension. Je voudrais commencer par saluer le présentateur et, s'il le permet, ajouter quelque chose à son discours introductif. Il a fait un bon éloge des chercheurs maliens en disant que partout en Afrique, ils sont les meilleurs. Vous savez, pour être fort, c'est toujours d'avoir, comme on dit, une voie de fer un peu lourde, être fort et modeste. Ils sont parmi les meilleurs. Pas forcément les meilleurs. Vous savez, nos chercheurs sont parmi les meilleurs. Quand on dit qu'ils sont les meilleurs, ça c'est chez nous, mais n'oubliez pas que ce que nous faisons ici, aujourd'hui regardé par tout le monde. Il faut toujours dire ce qui est vrai. Donc avec votre permission, je vous ai ajouté ce petit amendement. La deuxième chose, c'est de saluer le président du patronat du Mali. Vous savez, l'une des grandes caractéristiques négatives de notre éducation, de l'enseignement, c'est qu'on apprend souvent comme du temps du colonialisme, c'est-à-dire très fort en théorie. Donc, vous savez, les pays qui se développent, c'est ceux qui appliquent toujours ce qu'ils trouvent dans la recherche. Les pays l'un des plus développés aujourd'hui, les États-Unis, vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, quand vous inventez, il faut que ça soit appliqué tout de suite. La science doit aider à améliorer les conditions de vie des citoyens. Les sciences fondamentales qui demandent des années de recherche, c'est toujours vrai, mais c'est quand ils sont devenus riches qu'ils se sont concentrés là-dessus. Oui, c'est les sciences pratiques. Les citoyens doivent sentir au jour le jour la science améliore leurs conditions de vie. Et donc le fait que le patronat du Mali s'intéresse à la recherche scientifique, travaille la main dans la main avec les chercheurs maliens est un acte majeur que je dois saluer ici et le féliciter. Belle phrase à son intention, mais de ce que je sais, en général, l'école est trop théorique chez nous. Il n'y a pas d'adéquation, formation, emploi. C'est pourquoi notre école est souvent une fabrique de chômeurs. Quand le patronat s'intéresse à la formation, à la recherche, c'est déjà un très bon signe. Je voudrais aussi associer à ces salutations Madame la Présidente des femmes ingénieures du Mali. Vous savez, souvent, quand on parle de recherche, bon, on ne pense pas souvent à la femme. Surtout quand on parle d'ingénieurs. Quand vous parlez dans les écoles d'ingénieurs, il y a très peu de femmes. Ingénieurs, santé, biologie, les sciences dures, il y a peu de femmes. Alors les quelques-unes qui se consacrent à la recherche aux sciences dures, je crois, doivent mériter notre attention. J'ai toujours dit que la femme, c'est la mère, c'est la femme, c'est la fille, mais aussi, je dois saluer nos femmes, ce sont aussi des chercheuses. Elles sont dans les sciences. Des infrastructures souvent en jean et avec des portes d'hommes sur les chantiers. J'applaudis toujours la télévision parce que ce n'est pas fréquent. Et je vous assure que ceux qui l'ont choisi, et je sais comment elle a été choisie, ont eu la main heureuse.
Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'un des grands objectifs contre lesquels les Maliens se sont battus, c'est la lutte contre la corruption. Le train, sous l'impulsion du président de la transition, l'a mis en marche. Mais est-ce que vous savez qu'avant les rails, la zone réservée c'était 50 mètres. On s'est trouvé des responsables. Ils ont amené jusqu'à 10 mètres. Ils ont vendu tous les 40 mètres. Ça n'a pas suffi. Il y en a qui sont rentrés sur les 10 mètres. Ils ont enlevé des rails et construit des maisons sur les rails. Pendant des décennies. Quand vous la voyez à la télé dénoncer cela, souvent on se demande comment nous associer à elle pour faire la sensibilisation, parce que vous savez, les Maliens en général, ils aiment toujours compatir avec la victime. Si vous cassez ces maisons sur les rails et renvoyez les gens, il suffit d'aller pleurer dans les réseaux et faire quelques études pour que les Maliens commencent à compatir avec eux. En oubliant des milliers de personnes, des milliers de familles dans la région du Caille et au Mali, qui sont par terre, qui n'ont pas de travail, à cause de cette incurie de quelques personnes. Mais elle est là-dessus et le gouvernement servira. Récemment, vous avez entendu, à l'issue du Conseil des ministres, les plaques d'immatriculation. Je ne mets pas de préjudice. Mais imaginez-vous que pendant 30 ans, vous mettez des plaques sur vos équipements, vous partez, mais l'État n'avait rien là-bas. L'État paye la maison, paye l'électricité, paye l'eau, mais il n'a pas un franc. Il s'est trouvé des Maliens qui se sont établis pour faire des contrats léoniens où des individus s'enrichissent pendant que le peuple malien s'appauvrit. C'est encore elle. Vous avez l'affaire de Sécuriport. Moi, je le sais très bien parce que j'étais ministre de l'Industrie du Commerce en 2006. Je dormais dans les salles de négociation avec ma serviette dans mon sac et ma brosse à dents pour discuter avec les responsables des pays développés. Parce que dans ces pays, souvent, imaginez-vous la délégation d'une certaine puissance vient à 800 personnes. Et au Mali, on a 4 personnes. Les pays africains, on a 4 personnes, 5 personnes. Souvent, les gens sont fatigués. Quand vous discutez toute la journée jusqu'à 1 heure, on vous dit qu'il y a suspension, on reprend à 6 heures. Bon, si fois à 22 heures, on reprend à 4 heures du matin. Mais c'est sûr que les Africains ne sont pas là. Donc on conclut comme ça des accords sur le dos des Africains. Nous avions dormi dans les salles. Comme on n'était pas nombreux, quand tout le monde sort, on approchait des chaises au nord. Parce que quand on revient à 5 heures du matin, ça trouve que nous on est dans la salle. Parce qu'on ne peut pas aller à l'hôtel de Imaginez-vous qu'à l'issue de ces efforts, le Mali a eu 250 milliards que nos partenaires ont bien voulu mettre dans le site que vous appelez les millionnaires de camp. Mais les précautions d'éléments de langage ont été convenues et les hautes autorités en étaient informées. Donc même les techniciens qui travaillent sur ce projet ne le savent pas. Sur les 250 milliards, 40 milliards ont été choisis pour faire un nouvel aéroport, pour renforcer l'aéroport de Goma. Ce travail était presque fini quand le régime de Amadou est tombé. Il a repris quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir. Et le financement a été donné, c'est terminé. Il y a un système de sécurité des aéroports, des avions, des voyages. Tous ceux qui voient ça, quand vous venez dans les aéroports, vous prenez vos 2 doigts, vos 10 doigts, vous regardez, on vous filme. Cette information va partout. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurité des voyageurs et des voyages. Ce système de sécurité qui devait appartenir 100% à l'État malien. Il s'est trouvé des Maliens qui ont fait venir une société privée, ont enlevé le système que le Mali avait. Ça, c'est des informations données par Mme la ministre, c'est pourquoi je voulais la féliciter. Pour le remplacer par un système
où un privé vient, on fait un contrat avec lui pour faire le même travail. Et on prend un décret en Conseil des ministres. On donne 75% à ce privé et l'État avec 5%. Donc au lieu que l'État gagne tout, il n'a que 25%. Et on fait un contrat de 10 ans. Mais ça n'a pas suffi. Les 25% aussi se trouvent des Maliens qui l'ont fait disparaître. Donc l'État malien ne gagne rien. Est-ce que vous savez, nous avons calculé 40 milliards, autrement dit l'équivalent de l'aéroport, ce qui est parti dans les poches d'individus. Récemment, vous avez entendu le général parler de tout ça. Ça, c'est une femme qui a décelé dans son travail. C'est pour ça que je voudrais saluer les femmes individuelles, les femmes chercheuses, les femmes du gouvernement, qui les appellent souvent les Amazones, parce que vous aurez constaté souvent les postes difficiles, infrastructure, santé, éducation, là où il y a beaucoup de problèmes. Alors, je me suis débrouillé avec le consentement de qui vous savez amener des femmes. Et vraiment, nous avons fait ça. Je voudrais ensuite vous dire que chaque fois que je participe aux événements des chercheurs, des médecins, par un heureux hasard de circonstances, je me trouve dans des conditions particulières. Vous avez parlé ici du professeur Abdou-Karim Koumari. Vous savez, il y a 34 ans, 1989, j'étais presque mort. Je vomissais du sang. Je mettais tout mon salaire. Pratiquement, je n'arrivais même pas à manger. On m'avait prédit la mort. C'est Dieu qui m'a sauvé et ce professeur. Septembre 1989. Imaginez-vous, je n'avais pas de moto ni de main. Je partais dormir dans le quartier du Poitiers là comme ça. Et le matin, il faut être chez lui à 5 heures. Parce que chez lui, il n'y a pas de fils de riches ni de pauvres. Vous êtes premier arrivé, premier servi. Donc, vous pouvez parmi les premiers. Donc, à partir de 23 heures, les derniers ouvriers de quartier, il les prend pour aller m'asseoir dans le village là-bas et parmi les premiers. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital. Il m'a opéré et je suis revenu aujourd'hui. Et lui, il est là aussi dans cette salle. Et comme tous les malades, j'ai été ingrat parce que vous savez, les malades ne se rappellent qu'ils vont voir le docteur que quand ça rechute. Tant que ça revient, il oublie le médecin. Le Boubacar, depuis qu'il a fini de m'opérer, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vraiment les saluer. Et c'est une occasion que je ne voudrais pas rater pour lui rendre un hommage mérité. Je voudrais enfin saluer les membres du gouvernement. Vous savez, la recherche, de la même façon que la défense, sont des éléments importants de la construction d'une nation. Et ce n'est pas pour rien que le président a accepté de parrainer lui-même cet événement. Il est tenu à venir là, présider l'ouverture moi-même. Et tout le gouvernement, avec en tête le Premier ministre, suivi du ministre d'État, sont tous présents dans cette salle. Je vais laisser toutes les activités de ce matin, parce que vous savez, quand on vient dans les événements, la journée du ministre est perdue, mais c'est une marque de solidarité envers notre collègue de l'enseignement supérieur de la recherche. Tous les ministres qui sont pas là, ils sont dans les missions spéciales du président, à l'extérieur. Tous les autres sont là. Je disais en fait, mais je voulais dire quelques mots au niveau de la culture. J'ai entendu récemment dans les réseaux un citoyen, je crois qu'il était énervé, c'est son droit, parce que les gouvernants, nous devons faire attention si on nous tape sur les orteils, sur les doigts, souvent même sur la tête. Quelqu'un s'est plaint des coupures d'électricité
Et il a dit que même à Mopti, pour faire les plongées seulement, on a trouvé du plan. Attention, ici. La biennale, c'est plus que ce qui nous passe. La biennale, c'est la culture malienne. Vous savez, l'homme, quand vous avez tout perdu, on dit ce qui vous reste, c'est votre culture. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous dire. On fait 3 ans pour préparer la biennale. Cette année, les populations de Mopti, sous l'impulsion du président de la transition et du ministre des cultures, en 3 mois, dans les défis sécuritaires, avec tout ce que vous pouvez imaginer, Mopti étant au centre de l'insécurité qui nous a été imposée, le peuple malien a relevé ce défi. Nous avons tenu l'une des meilleures biennales en République du Mali, dans l'histoire du monde. Je voudrais dire à mon frère, citoyen, je comprends que vous êtes énervé parce que vous n'avez pas de programme, mais ne dites pas que la biennale longue est faite, qu'on a dépensé l'argent. Effectivement, on l'a dépensé. Le gouvernement, le président a pris les fonds nécessaires, malgré les difficultés, avec l'accord du peuple malien. Et la population de Mopti a relevé le défi sécuritaire et de réussite. On nous avait dit que ça ne peut pas se tenir. On l'a tenu. Le peuple malien l'a tenu, a passé le flambeau à Congo. Donc, j'ai dit aux gens, préparez-vous dès maintenant. Vous avez 3 ans pour préparer. Moi, je n'ai que 3 mois. Donc, mes félicitations à monsieur le ministre de la Culture et mes explications à ce citoyen qui nous a frappé sur la tête, parce que je crois qu'il n'a pas eu de courant à chez lui. Pour nuancer ces points. La biennale, c'est extrêmement important. Je voudrais, mesdames et messieurs, enfin m'associer aux présentateurs, au ministre de l'enseignement supérieur, pour les épellations des présents qui ne veulent pas commencer par les citer, d'oublier un et avoir des problèmes. Par respect pour tout le monde, je vais juste m'associer à ce que les présentateurs et les ministres l'ont dit, pour saluer tous ceux qui sont ici présents et qui s'associent à la réussite de cet événement. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que je prends la parole à la cérémonie d'ouverture des journées de la recherche et de l'innovation. C'est également dédié à la promotion de la recherche dans notre pays et le couronnement des cheminements, d'un engagement politique des autorités maliennes depuis plusieurs années. On vient de le dire, tous les pouvoirs qui sont succédés ici en faveur d'une recherche scientifique au service du développement. Les présentes journées, placées sous le haut patronage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, j'allais dire chef suprême des armées, je reviendrai là-dessus, constitue un moment unique de notre communion avec la science dans sa plus grande diversité, à travers des hommes et des femmes engagés pour cette noble cause de souveraineté de notre pays sur tous les plans. En effet, les enseignants-chercheurs du Mali ont un rôle primordial dans le virage historique que notre pays prend actuellement sous l'impulsion du président de la transition. Depuis la rectification, depuis son investiture le 7 juin 2021. Je rappelle que c'est ce même jour, quand il a été investi par le peuple malien, par la Cour suprême au nom du peuple, qu'il a placé sa confiance au Premier ministre qui est devant vous aujourd'hui. Donc, nous avons conduit, avec le soutien, l'organisation, la détermination du gouvernement, les assises nationales
pendant lesquels le président lui-même disait à la fin, je le cite, « Nous avons l'obligation historique de nous donner la main, sans appartenance ethnique, religieuse, politique, afin de mettre en œuvre les changements voulus par le peuple pour son essor et pour la sauvegarde des générations futures. » Fin de citation. C'est donc à la fin des assises nationales que le président dit. Les enseignants-chercheurs du Mali, je voudrais le rappeler, ont toujours contribué fortement à la hauteur de leurs possibilités, ce que l'État leur consent. Et aujourd'hui, ils contribuent à l'avènement d'une refondation soutenue par des éclairages scientifiques. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition pour la recherche et l'innovation technologique au service de la performance et de l'économie malienne. C'est ça le thème. Je me félicite, mesdames et messieurs, de ce choix qui cadre avec la politique nationale des sciences, des technologies et de l'innovation. Entre autres, Ogobara Dumbo, Mamadou Koumari, Bakari Kamia, Youssouf Tata Sissé et d'autres, qu'on me pardonne de ne pas les citer, aussi les récents succès engrangés par les chercheurs maliens constituent de véritables leviers conduisant vers de nouveaux sommets. Notre jeunesse, comme vient de le dire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est sans complexe dans le domaine du savoir. Les élèves étudiants du Mali ont montré en des espaces mondiaux de compétition dans de nombreux domaines qu'ils tiennent la dragée haute aux pays dits les plus avancés. La robotique est devenue par la force de leur prouesse une priorité du gouvernement de transition qui vient de créer le centre d'intelligence artificielle de robotique au Mali. Vous savez, c'est à l'issue d'un compte rendu qui a été fait par le ministre de l'Enseignement supérieur sur les résultats des jeunes chercheurs maliens à l'extérieur que nous avons été inspirés. Et séance tenante, le président de la transition a saisi la balle au vent et a instruit la création, les études vers la création de ce centre. Ce centre dont les textes ont été adoptés par le Conseil national de transition le 19 octobre 2023 se veut la toute première composante d'un engagement plus vaste en faveur du développement technologique du Mali. À Katis Akoro, Niari sortira de terre un pôle d'excellence technologique avancé sur près de 50 hectares qui calque ses objectifs sur la vision du gouvernement de transition présidé par le président Assimi Goïta de doter le Mali de capacités autonomes de solutions nouvelles dans la santé, la sécurité, la défense, l'industrie, l'environnement, les technologies, j'en passe. La dynamique de la refondation, mesdames et messieurs, est une vision pleine d'ambition pour le futur de notre pays. Autant nous travaillons à refonder les institutions, avec l'appui sans condition de notre armée qui est en phase de monter en puissance. Je dirais qu'il est déjà en puissance, il ne monte plus, il est déjà arrivé à sa puissance. Donc, autant nous entendons aller sur l'humain pour doter notre pays de ressources capables d'engager d'autres résultats sur la base de ce que nous arriverons à faire collectivement. La science, qu'elle soit exacte ou humaine, doit trouver dans nos actions politiques un soutien sans faille. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que depuis bientôt 3 ans, un vaste chantier de réforme est en cours dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Je viens de vous en parler, de vous donner un exemple. Le symbole actuel de ces réformes est sans doute la mise à la disposition d'infrastructures modernes pour accueillir les services en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après donc le nouvel immeuble abritant la direction des enseignements supérieurs,
et l'Agence malienne d'assurance qualité, le Centre national de recherche scientifique et de technologie s'est vu attribuer à Kabbalah des locaux flambant neufs à la hauteur de ses ambitions. Mesdames et messieurs, chers enseignants-chercheurs, la recherche est le socle de tout développement endogène. Elle participe de la construction de la notoriété effective d'un État dans le domaine scientifique et à ce titre répondre aux défis de cet État. Dans le contexte actuel qui est le nôtre, je voudrais vous engager à intensifier vos travaux sur les domaines de souveraineté tels que la sécurité alimentaire, la santé, la protection de la biodiversité, l'éducation, la culture et surtout la sécurité. Vous savez, dans les débats, j'ai l'habitude de dire aux autres, un gouvernement, quelle que soit la façon dont un pouvoir s'installe, qu'il vienne à la suite d'élections, d'une révolution, d'une succession dynastique, par un soulèvement parachevé comme le cas du Mali, un pouvoir ne peut être légitime qu'à 4 conditions. Le minimum, mais pas suffisant. Il doit assurer la sécurité physique des citoyens. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Même s'il est élu avec 300 ou je ne sais même pas combien de pourcents, comme chez nous les autres ont l'habitude de féliciter nos présidents avant même que notre Cour constitutionnelle ne donne les chiffres, quelle que soit la façon dont il vient. La deuxième chose, quand vous êtes en vie, comme je dis aux gens, quand un enfant vient au monde, il pleure pour savoir s'il est en sécurité physique dans le nouveau monde où il vient. Si il ne crie pas, c'est qu'il est mort. Mais s'il crie, ça veut dire qu'il vit. Il faut donc assurer la sécurité physique de l'homme. Quand il est en sécurité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à téter, il veut manger. La sécurité alimentaire, un gouvernement qui ne peut pas l'assurer à sa population, il ne peut pas être légitime. Et c'est pour cela que le président de la transition, avec le gouvernement qu'il préside, a mis la sécurité alimentaire au top, directement après la défense. Quand vous êtes bien nourri, ou l'être éduqué, ou l'être soigné, c'est ça les 4 conditions. La sécurité physique, alimentaire, éducationnelle, sanitaire, et les droits d'aller et revenir. Un gouvernement qui ne peut pas assurer ça, il ne peut pas être légitime, quelle que soit la façon dont il vient au pouvoir. Chez nous, on dit démocratiquement élu, ça suffit, même si c'est avec 3 votants, comme un certain député chez nous, qui a été élu dans un cercle avec 80% des suffrages. Vous savez combien il y a eu de votes dans le cercle en question? Il y a eu 5 votants. Sur les 5 votants, il y a un qui a voté contre lui, et puis il y a 4 qui ont voté en faveur de lui, dont lui-même. Donc 3 votants. Et le monsieur a siégé dans les institutions de la République, démocratiquement élu, pendant des années, en train de narguer les Maliens. Un gouvernement, ce que je vous ai dit là, s'il n'a pas ça, il ne peut pas être légitime. Je viens de vous parler du monsieur qui est lié à 80%, mais ça va nous amener où? Nulle part. C'est pour cela, mesdames et messieurs, dans ce contexte, comme je le disais, la recherche, dans le contexte qui est le nôtre, doit vous engager à intensifier vos travaux sur tous les domaines de souveraineté. Je viens de les citer, je reviens là-dessus. La sécurité alimentaire, la santé, la protection de la biodiversité, l'éducation, la culture et surtout la sécurité. Vous savez, je vous raconte une anecdote. J'ai reçu un ambassadeur qui voulait me convaincre. Je le savais déjà que son pays fait partie des pays les plus développés. Il me dit, mais le paradoxe,
c'est qu'en ce moment, c'était pas un gouvernement démocratiquement élu qui était chez nous. Mais maintenant, vraiment tout marche bien. Quand il a fini, il a fait un peu d'histoire de son pays. Il m'a dit, mais comment vous connaissez notre histoire? J'ai dit, mais moi je lis sur tous les pays. J'ai dit, votre pays, c'est lui qui a impulsé ce développement-là. Il est venu par la force. Il a dit, montre-moi un pays dans le monde qui s'est développé à partir de la démocratie. Ça n'existe pas. Tous les pays développés là, ils se sont bâtis sur la sueur et le sang des Africains et des autres d'abord. C'est quand la société est devenue riche, stable, qu'on a cherché à améliorer les conditions de vie des citoyens. La Grèce, d'où nous est venue la démocratie. Mais tout le monde ne votait pas, c'est une élite. C'est ceux qui comprennent pourquoi ils votent. En France, les femmes n'ont eu droit au vote qu'en 1952. Aujourd'hui encore, à égalité de diplôme, ils n'ont pas les mêmes salaires. Où est la démocratie? Il ne faut pas qu'on nous casse les tympans. Et j'ai dit aux messieurs, vos deux problèmes que vous avez résolus, après la guerre, il m'a dit qu'ils avaient deux problèmes, la faim et l'accès à la science. Je lui ai dit, vous avez mis 5 ans, vous avez résolu définitivement la question de la faim. Personne n'a faim dans votre pays. Chez nous, ça fait 30 ans qu'on est en train de parler à Dunkafa, Dunkafa. Dès que quelqu'un vient, les premiers mots de sa campagne, Mbe Dunkafa Sabati. Il y a même un candidat qui a dit aux Maliens que si lui est président, il y aura plus de moustiques au Mali. Mais eux, ils ont mis 5 ans. Il n'y a plus de faim dans leur pays. Ensuite, ils se sont attaqués au développement de la science et de la technologie. Aujourd'hui, c'est un pays phare. C'est l'un des pays les plus développés technologiquement. J'ai dit, mais maintenant, quand vous avez tout ça, il y a la démocratie maintenant. Parce que les gens mangent à leur faim, ils comprennent ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la population peut se mobiliser et renvoyer un président s'il gère mal. Renvoyer n'importe quel élu. Mais quand tu prends une population qui a faim, prenons le cas des Douanza, chez mes parents là, les Dogon, ou bien vous partez au nord à Bintagungu, ou bien dans ma propre commune vers Bara. Mais les gens ont faim. Vous trouvez quelqu'un qui vole l'argent prévu pour acheter des équipements de combat. Il vole des dizaines de milliards. Il vient pendant... Et moi, je ne m'étends pas sur tout, sinon vous allez quitter la salle. Il y a des choses incroyables qui se font ici. Il va avec 1 milliard. Celui qui n'a pas à manger, on lui donne 500 francs. Lui, il peut acheter quelques kilos, quelques grammes de riz pour ne pas mourir. Et vous avez le bulletin de vote. Mais il vous dit qu'il prend ses 500 francs pour ne pas mourir de faim. Il n'a pas voté pour votre idéologie. Il a voté pour ne pas mourir de faim. Mais c'est cette démocratie DCI, dénomination commune internationale, qu'on a voulu construire en Afrique. Il nous faut une démocratie réelle, où on sait pourquoi on vote, et non pas qu'on vote pour ne pas mourir de faim. Voilà ce que je voudrais dire sur ces questions. Je voudrais également vous inviter à faire de vos innovations, des résultats de recherche, de vos résultats de recherche, quand c'est indiqué des solutions économiques de notre marché intérieur et pour l'Afrique. Je viens d'insister là-dessus auprès du président du CNPM que je remercie. La recherche doit se conjuguer avec le développement industriel et économique. C'est le sens de ces journées de la recherche et de l'innovation. Je salue la forte implication des institutions nationales et internationales de recherche et le partenariat établi avec le Conseil national de transition. Nul doute que de ces journées naîtront des collaborations fructueuses entre chercheurs et les acteurs économiques. Je voudrais donc que ces journées posent les bases d'une collaboration multi-acteurs, que les résultats de la recherche soient promis et deviennent le socle d'un véritable développement économique et industriel du Mali.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous entretenir de façon particulière sur un sujet. Ceux qui suivent mes conférences depuis quelques semaines, les conseillers, les ministres, certains sont même ennuyés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qu'on répète. Mais les enseignants disent que la répétition est pédagogique. La deuxième chose, tout le monde ne regarde pas en même temps ce qu'on dit. Quand certains voient 3-4 fois ce qu'on dit, d'autres n'ont même pas vu. Pendant ce moment, c'est des terroristes qui les mettent en insécurité. Ils ne peuvent même pas manger. Donc plus on multiplie les interventions sur des sujets, plus de chances les citoyens ont à regarder. Parce que notre problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Les dirigeants sont restés seuls face aux adversaires de nos pays. Or, c'est des gens qui n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur des peuples. Et le peuple doit être informé et non pas manipulé. C'est pour cela que depuis quelque temps, vous aurez constaté que moi, je ne parle que de l'histoire et des problèmes du Nord. Je ne parle pas des débats politiques à Bamako. Parce que c'est secondaire. Quand il y a des difficultés, des problèmes, on isole la contradiction principale d'après les marxistes. On la résout. C'est après qu'on s'attaque au reste du pays. La sécurité au Nord, c'est la contradiction principale. La compréhension des Maliens, par les Maliens de ce qui se passe, c'est la contradiction principale. Si la majorité des Maliens comprennent ce qui se passe dans leur pays et ne se nourrissent pas uniquement à ce qu'a dit RFI, BBC, France 24, les journaux, mais ils comprennent par lui-même. C'est ça, c'est ces deux points qui font la force d'un pays. Une armée décidée, des citoyens qui comprennent ce qui se passe. Parce que beaucoup de choses, souvent, nous les faisons, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Je voudrais donc m'adresser à un certain nombre d'interlocuteurs, de façon précise. Cette fois-ci, je l'ai choisi, pour qu'il n'y ait pas de nuages. À nos soldats qui sont sur le terrain, sous le soleil, dans la faim, sous la pluie, ils se sacrifient. D'autres, on ne sait même pas s'ils viendront. Il y a des pirogues qui sont perdus avec les citoyens, ils ne sont plus jamais revenus, on ne les compte même pas. Chez d'autres, quand une personne meurt, on fait des cérémonies. On nous dit qu'il est mort pour la France, alors qu'il est mort au Mali. Tous ceux qui regardent les enterrements aux invalides, on n'a jamais dit que quelqu'un est mort pour le Mali. On dit qu'il est mort pour la France. Même quand des hélicoptères de Barkhane, c'est un approchement, les morts, on dit qu'ils sont morts pour la France. Après, on nous intimide, ils sont morts en nous défendant. Et vous allez regarder, je l'ai dit à certains. Moi, je suis très respectueux de la vie de tous les hommes qui meurent. Et nous leur serons toujours reconnaissants. Civils et militaires, Maliens et étrangers. Mais on ne peut pas nous intimider avec ça. Or, c'est devenu un outil qui est instrumentalisé pour nous intimider. Et c'est pourquoi on a fait des décomptes. On travaille aussi. 95% des forces étrangères qui sont mortes au Mali, c'est des Africains, c'est nos frères. 95%. Or, pourtant, ils ne sont rien dans l'importation du terrorisme. Et j'ai expliqué que nous avons les preuves irréfutables que tous les mouvements terroristes sont fabriqués, sponsorisés, entretenus tous les jours par les services spéciaux des pays qui veulent nous dominer. Nous avons été à l'ONU pour donner nos preuves. On nous a refusé. Il s'est retrouvé des journalistes, des gens qui veulent montrer vos preuves. Mais nous ne sommes pas sur une arène médiatique. Nous sommes un État sérieux. Nous avons des pays qui ont en charge la sécurité internationale. Si nous avons les preuves que la sécurité est perturbée par quelqu'un, nous venons lui donner les preuves.
On nous dit non, 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 vous ne donnez pas les preuves, mais exposez-les à la presse. Mais nous ne le ferons pas. Mais je vous dis que c'est sûr, tous les mouvements terroristes sont entraînés, financés, tous sponsorisés de l'extérieur. Les citoyens n'ont rien demandé. C'est une guerre qui nous est imposée de l'extérieur. Et notre armée nous permettra de tenir. Je voudrais parler aux populations du nord, du centre, du sud et de l'ouest pour leur endurance, leur résilience patriotique et leur dire tenez bon, gardez l'espoir des manifestations. Inch'Allah, je ne vais pas jusqu'à donner une date, mais je dirais dans quelques années, comme m'a dit le grand chérif de Djoro, le Mali va devenir un pays où certains vont chercher des visas pour venir. Grâce à nous. Donc, félicitations aux populations civiles. Les populations de Tombouctou, de Togdeni, de Menaka, de Gao, de Kidal. Voici des populations qui n'ont rien demandé à personne. Mais qu'on est en train de terroriser pour les amener à céder. Mais notre armée, notre président dit que ça ne passera pas. Je voudrais leur dire de vous démarquer des terroristes et leurs alliés qui font le double jeu. Vous avez trop souffert de ces doubles jeux. Vous avez trop souffert des doubles langages. Nous cherchons la paix. Et je dois dire solennellement que notre main est tendue. Mais alors, on ne nous gifle pas, nous tirer et nous demander de donner l'autre jour pour qu'on nous gifle encore. Nous gifler, nous on va vous gifler, vous cognez sur le visage. Vous savez, il y a beaucoup de choses ici. Vous allez prendre toutes les rébellions au Mali, toutes, de 1989 à aujourd'hui. C'est des gens qui viennent de l'extérieur qui l'amènent. Toujours, les terroristes sont de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'un peuple va aller tuer des Dogons? Des Dogons vont aller tuer des gens à Bagnera. C'est après, j'ai un peu mes tests, on a fait couler le sang. Le sang, vous savez, c'est du poison. Les problématiques, quand on dit qu'on a tué ton frère, ou sa religion, son ethnie, regardez la raison. Au début, on ciblait les chefs traditionnels, les chefs religieux, on les assassinait. 2015, 2016. Après, les Peuls ont pris peur, les jeunes Peuls ont été embrigadés, manipulés à cause de la pauvreté. D'autres sont importés d'autres régions, parce que les Peuls, c'est depuis les Cameroun jusqu'au Sénégal. On tue les Dogons. Qu'est-ce qu'on trouve à faire? On sous-traite la sécurité. Et le poison est parti. Les guerres religieuses, les guerres ethniques, il faut tout faire pour les aider. C'est pour cela que quand récemment, les cousins de Gom ont dit, même qu'il y a des gens, sous le couvert des Dozo, ils sont en train de terroriser les populations de Gom. Ah, je lui ai dit, mais vous avez dit que c'est les peuples. Il dit non, que c'est chez eux, là, il y en a qui vivent de ça. J'ai dit, c'est ça la terreur. Il y a des gens qui vivent de l'insécurité. Ce n'est pas le Mali que les gens cherchent. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des problèmes éthiques, mais je vous assure que ce venin-là, on l'a inoculé aux Maliens de l'extérieur. Ils n'ont rien demandé. Moi, je vois la participation de nos populations. Les jours en 1989, vous avez un parti, l'UDPM, il y avait 10 sections. Sur les 10 sections, les 8 avaient comme secrétaire général et députés des Arabes et des Touaregs. Aucun Soreil n'en a fait un problème. Aucun Pelé, aucun Bambara. Parce qu'il n'y a pas ce problème-là chez nous. On est venu après. On a fait une mauvaise analyse. Prendre des arguments déjà. Qu'est-ce que les présidents ont fait? Vous savez, la paix n'a pas de prix. Il y a un coût à payer. Et notre pays l'a payé.
On a intégré tous les ressortissants du Nord qui avaient un diplôme. Les Soreilles, les Peuls, les Tamashek, les Arabes dans la fonction publique, sans concours. Alors que les autres Maliens doivent faire le concours. On a intégré 2500 rebelles sur une armée de 7500 personnes. 25%. Dans quel pays ça se fait? Les Maliens ont accepté parce que pour eux, c'est le coût qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Mais ça servit à quoi? Dans la région de Kidal, quand était tombé, les gouverneurs, les préfets, les maires, les sous-préfets, les conseillers ministres, ils sont tous élus dans la région. Personne ne les a imposé d'élire. Même le gouverneur, c'est les gens de Kidal qui disent au président qu'il faut nommer comme gouverneur. On a tenu là-bas une conférence sur la région de Kidal. 500 milliards ont été promis à l'État. On n'a pas pu investir un franc. Vous faites des puits, on tue les gens. Vous faites des écoles, on les casse. Vous amenez des voitures, on les vole. Vous voulez faire des routes, on tue les ouvriers, les pays fuient. Mais c'est les mêmes personnes qui viennent nous dire qu'il n'y a rien au Nord. La LICT, c'est le ressortissant du Nord qui l'a dirigé pendant 10 ans. C'est la banque des collectivités. L'agence pour le développement du Nord, c'est à la primature. C'est récemment que j'ai envoyé au ministère de la Réconciliation. Pendant 20 ans, c'est le ressortissant du Nord qui dit. Qui l'a empêché d'investir? Donc les pauvres populations du Nord, à leur nom. Moi, j'étais ministre de l'industrie du commerce. Quand les gens sont venus avec des exonérations bidons, j'ai refusé. Bon, ils ont passé par les mois que l'on connaît, voir les présidents, on a validé. Mais c'est des exonérations au nom des populations du Nord. Des gens vont dans la banlieue de Bamako, ils vendent, ils se partagent, ils construisent des villas, des sentiers. Celui qui est dans la rébellion aujourd'hui, il a une maison avec 4 piscines au Mali. Mais les gens de Kidal ne font pas l'école depuis des années. Les enfants des pauvres. Mais on ne peut pas continuer ça. Il faut mettre fin à cette situation. Vous savez, beaucoup ne savent pas que les différents mouvements au Mali, 1958, 1963, 1989 et après, en 1968, notre grand-père, Ntala, est-ce que vous savez, son frère était ici en prison? Ils ont été arrêtés à la suite de la première rébellion. C'est le président du Mali qui l'a sorti. Là, il ne commençait plus la rébellion. Dites ce dont vous avez besoin, on va le régler. Mais quand il y a eu la rébellion en 90, le pays qui les a poussés à ça, le président lui a dit, si tu veux mettre le feu au Mali, je vais mettre le feu dans tes palais. À une réunion avec le président d'Algérie et du Niger. Mais après, quand ils ont été militairement, les gens sont venus à Bamako. Il était là avec tous ses autres collègues. On les a promenés voir l'office du Niger, on leur a dit de choisir ce qu'ils veulent faire. C'était on choisit des champs, d'autres ont dit de leur donner des voitures. Mais après, quand le régime est tombé, il y a eu de nouveaux thèmes, les démocrates en armes. Les gens ont fait bataille l'État pendant 1 an. On est allé prendre des conseillers français et étrangers pour nous faire un nouvel accord. Ahmed Baba Misket Garbizani. On est venu dire que avant, les gens disaient qu'ils étaient 200 et quelques, 240. Après avoir embauché les chefs, le président a donné des instructions au ministre des Finances. Donné à tous les chefs, je ne vais pas citer les noms parce qu'il y a des patriotes qui sont dans l'administration aujourd'hui, qui assument cette mission. Parce que pour moi, un homme, tu peux te tromper, mais tu peux te ressaisir. Il y a des gens qui ont intégré l'armée en 1990. C'est des patriotes qui se battent pour le Mali aujourd'hui. Mais il y en a qui ont pensé que c'est dans la violence qu'il y a le commerce. C'est à nous faire un fonds de commerce. On a continué pour nous donner quoi encore? Et on a demandé de faire un centre de ça. Est-ce que vous savez que c'est le 28 mars 1991
que le chef d'état-major général des armées, le colonel Ousmane Koulibaly, devait aller à Gao pour voir le cantonnement des 200 et quelques. Ceux qui sont aptes à les mettre dans l'armée. Les autres, l'État prend en charge de la part des professions. Ça n'a jamais eu le régime est renversé. Ceux qui tiennent, on dit que c'est les démocrates en armes. On a fait balader l'État pendant 1 an, 2 ans. On est venu dire qu'il y a 3500 intégrés au lieu de 200. L'État accepte, on a intégré 2500. Pour la paix, parce que pour les Maliens, il n'y a pas de coût de prix pour la paix. Il y a un coût. On était prêt à payer ce coût. Mais il dit les ressortissants de Bounima, je ne sais pas où, mais en son temps, c'était les plus nombreux dans l'armée. Dans la malnutrition sévère, c'est dans la région de Sikasso. Pourquoi ils n'ont pas fait une révolte ici? Pour tuer les gens de Gao et autres. C'est pourquoi je dis, il peut y avoir des erreurs, mais il faut qu'on les corrige. Et je salue les patriotes qui, depuis qu'ils ont décidé de tourner la page de la violence, se sont consacrés au Mali. C'est pour cela que quand j'ai regardé récemment les sorties des groupes Touareg qui réaffirment leur unité au Mali, j'ai dit qu'on va les saluer. Moi, je ne regarde pas ce que quelqu'un a fait avant. Je regarde qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui pour notre pays. C'est le plus important. Si vous cherchez dans le passé des gens là, vous ne finirez jamais. Même votre fils, vous allez lui rappeler quand il n'avait pas de culotte.